Les glaciers mondiaux vont mal. Une étude publiée dans Science le 6 janvier 2023 présente les projections très inquiétantes concernant le devenir des 215 000 glaciers terrestres pour les prochaines années. Même si nous parvenions à limiter le dérèglement climatique à 1,5 degré de moyenne terrestre, ce qui est l'objectif un peu trop ambitieux des accords de Paris signés en 2015, eh bien près de la moitié des glaciers terrestres, soit 104 000 glaciers, devraient disparaître d'ici à 2100, ce qui correspondrait à une perte du quart de la masse glaciaire totale. En France, la totalité des glaciers des Pyrénées et au moins 80% de ceux des Alpes seraient condamnés. Selon un rapport de l'ONU, la trajectoire vers laquelle nous mènent les politiques actuelles en termes d'engagement climatique serait une élévation de la température moyenne terrestre de 2,7 degrés. Dans cette hypothèse, je cite, l'Europe centrale, la Scandinavie, le Caucase et le Moyen-Orient, l'Asie du Nord, l'Ouest canadien et les États-Unis, les basses latitudes et la Nouvelle-Zélande connaîtront une déglaciation presque complète. La situation est donc alarmante et désastreuse. Mais finalement, comment en est-on arrivé là ? On observe une accélération du recul des glaciers andins depuis le milieu des années 1970. C'est le dérèglement climatique qui provoque le retrait de ces glaciers. Les Andes tropicales reçoivent moins de nuages et moins de précipitations neigeuses. Or, la nébulosité influe énormément sur le bilan d'énergie de ces glaciers. Au niveau des tropiques, il n'y a pas de saison froide et humide. Le flux de rayonnement solaire reçu est très important tout au long de l'année, et la présence de nuages impacte la quantité d'énergie solaire reçue. Cet excès d'énergie reçue prend son origine dans deux phénomènes. L'effet de serre additionnel d'une part, et la baisse de l'albédo d'autre part. Le bilan d'énergie au niveau de la surface terrestre est notamment normalement à l'équilibre. Les entrées d'énergie sont contrebalancées par les sorties. Mais les activités humaines dégagent certains gaz tels que la vapeur d'eau, le méthane, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone. Ils sont qualifiés de gaz à effet de serre. Leur présence entraîne une élévation de la température selon un processus qui s'apparente un petit peu à celui d'une serre de culture. Ces gaz sont en effet capables d'absorber les rayons infrarouges émis par la surface terrestre et les renvoient vers celle-ci, provoquant son réchauffement. L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est donc à l'origine d'une entrée d'énergie supplémentaire. On parle d'effet de serre additionnel pour qualifier ce phénomène de rétention de la chaleur et notamment lié aux émissions anthropiques. L'excès d'énergie créé est d'abord absorbé à 90% par les océans, qui heureusement pour nous présentent une forte inertie thermique, c'est-à-dire que pour les réchauffer, il faut que l'excès d'énergie soit très très importante.
Les océans jouent donc le rôle d'accumulateurs thermiques. Ils gardent la chaleur plus longtemps. Ces étendues d'eau liquide permettent de retarder, d'amortir le réchauffement climatique et le réchauffement atmosphérique notamment. Malheureusement, au-delà d'un certain seuil, ils ne pourront plus jouer ce rôle. Le reste de l'excès d'énergie est absorbé par la fonte des glaciers, le sol et l'atmosphère. Cette dernière se réchauffe alors, la température moyenne terrestre augmente. Ce graphique permet de mettre en évidence la relation existant entre l'élévation de la température moyenne terrestre et la concentration des gaz à effet de serre. Depuis 1850, époque de la révolution industrielle, leur présence dans l'atmosphère n'a cessé de croître. Et l'effet de serre a suivi cette évolution avec un léger décalage dans le temps. Triste constat quand on pense que Arrhenius en 1896 avait déjà établi le lien existant entre concentration de dioxyde de carbone atmosphérique et élévation de température. À cet effet de serre additionnel s'ajoutent des mécanismes amplificateurs du dérèglement climatique, dont notamment la fonte des glaciers. La disparition des glaciers est un phénomène qui en effet s'auto-alimente. La fonte de la glace induit une modification de l'albédo. L'albédo représente le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire la proportion de rayonnement réfléchi par elle. La neige présente un fort albédo, bien supérieur à celui de la glace et bien supérieur à celui de l'eau liquide. Donc, en fondant, un glacier présente davantage d'eau liquide et réfléchit moins les rayonnements solaires qu'il reçoit. Il les absorbe donc davantage, ce qui lui fait accumuler de l'énergie et le fait fondre encore plus. Le changement d'état de l'eau n'est pas le seul facteur impliqué dans cette diminution de l'albédo. Les glaciers sont attaqués par la pollution humaine. Et j'ai découvert cela avec effroi lorsque j'ai posé le pied pour la première fois sur un glacier et que j'ai découvert ce que sont les cryoconites. Et si le glacier du XXIe siècle ressemblait davantage à un cendrier? Je m'accroupis et je distingue des particules noires, des dépôts de poussière incrustés dans la glace. Ce sont des aérosols, c'est-à-dire des particules en suspension dans l'atmosphère qui proviennent des combustions naturelles comme les feux de forêt, les cendres volcaniques ou encore des combustions d'origine humaine. Pour nos transports, nos industries, notre chauffage, nous brûlons pétrole, charbon, gaz, et ces derniers émettent alors ces fameux aérosols. Bien qu'isolés de toute ville, ces glaciers sont atteints par la pollution atmosphérique, souillés par les déchets des combustions humaines. Si cette grise couverture contribue à développer une atmosphère bien triste, l'impact de son dépôt ne s'arrête pas là. Rolando, glaciologue de l'ANA, Agence nationale de l'eau au Pérou, m'explique. Bueno, tiene compuestos orgánicos e inorgánicos, tanto de aerosoles, polvo, carbono negro, toda una mixtura en realidad que las bacterias van oxidando para degradar la materia orgánica que hay dentro y poder obtener sus alimentos. Entonces, al oxidar lo hace mucho más oscuro y prácticamente tiene un albedo cerca a cero. Absorbe prácticamente el 100% de la energía solar. Por eso es que absorbe tanta energía que irradia a su alrededor y también transmite ese calor directamente al hielo. Ces dépôts sombres d'aérosols modifient l'albédo du glacier. En obscurcissant la surface glaciaire, les particules noires engendrent une accumulation d'énergie. Cette énergie le fait fondre et crée des microflaques. Elles fusionnent alors les unes aux autres et aboutissent à des trous sombres d'une taille non négligeable qui accumulent encore davantage d'énergie solaire et accélèrent encore plus la fonte. Y debajo está el hielo azul. Pero cuando Claro, comienza, por eso- ¿cómo se llama? Es para El problema, ese es el cáncer del glaciar. Ese es el problema. Y aquí voy a ponerlo. También va generándose por todo esto que puedes ver, mira. Ve. Esto hacía un pozo anteriormente, luego ha colapsado, ha vaciado todo el agua, pero ha generado una escorrentía, pero no se traslada a la laguna que se está formando, pero solamente se traslada a un cierto lugar, pero sigue absorbiendo más energía. Si te das cuenta, este lugar está mucho más hundido que los demás, y es más oscuro, capta más energía solar. Se queda en la superficie glaciar. Rolando collecte les preuves de cet impact en comparant la réflectance spectrale de différentes zones d'un glacier. À l'aide d'un capteur radiatif,
capable de mesurer l'albédo, muni entre autres de 2 pyromètres, il lui est possible de comparer l'albédo de différentes zones du glacier. Il cherche notamment à prouver que l'albédo des parties souillées est plus faible. Les glaciers que nous avons arpentés présentent une caractéristique notable. Ils semblent séparés en 2 zones. Une partie inférieure, grise, et une partie supérieure bien blanche, qui semble préservée de toute contamination atmosphérique. Les apparences sont pourtant bien trompeuses. Dans cette partie supérieure du glacier nommée zone d'accumulation, ces dépôts de particules s'effectuent également, mais dans cette zone, le taux d'accumulation de la neige est plus important et donc la neige fraîche recouvre régulièrement ces dépôts souillés et les cache. La prise de mesure est longue et à répéter sur une quinzaine d'échantillons. Tout d'abord, Rolando délimite un échantillon de glace. Il commence par mesurer l'albédo de cette surface, puis la glace est collectée dans un sac de congélation hermétique. Afin de ne pas mélanger les prélèvements, il faut bien minutieusement noter sur chacun d'eux le jour, l'heure et les conditions météorologiques, le type de prélèvement. Les échantillons de glace seront ensuite redescendus jusqu'au campement. C'est là qu'a lieu la filtration de l'eau de la glace et la récupération de son contenu. Les particules filtrées seront ensuite analysées en laboratoire afin de déterminer leur concentration et leur origine. C'est lors de ces mesures que j'ai éprouvé le plus de compassion pour mes compagnons d'expédition. Pablo, Macedonio, Hector, Federico, les porteurs et les techniciens de cette aventure. Un rapide calcul me permet de déduire que les échantillons de glace qu'ils ont dû ramener jusqu'au campement représentent pas moins de 81 kg de charge supplémentaire. Ayant partagé cette expérience de vivre aux côtés de ces hommes, c'est avec un profond respect qu'aujourd'hui j'épluche les articles scientifiques qui traitent des données glaciaires. On oublie un peu trop souvent que sans ce travail titanesque et dangereux, nous n'aurions pas les données nécessaires pour interpréter la situation climatique. Mi nombre es Héctor Oropesa, soy el técnico en glaciares y hacemos tipos de trabajo que sacamos para la Autoridad Nacional de Agua, para diferentes instituciones, ¿no? Nous venons de parcourir une grande partie des mécanismes qui font disparaître les glaciers de manière générale. L'effet de serre additionnel et la chute de l'albédo liée au dépôt de polluants atmosphériques d'origine humaine. Les glaciers des zones tropicales présentent une menace supplémentaire, directement liée à leur position géographique, la déforestation de l'Amazonie. Je suis reçue le 19 avril à l'INAMI, l'Institut national de météorologie et d'hydrologie situé à Quito en Équateur, par Luis Maecincho, directeur des études et de la recherche. Luis est un contact que m'a recommandé Thomas Condom, chercheur de l'IGE, que j'ai rencontré aux prémices de mon projet. Je débute l'interview du chercheur. En estos 20 años de registro hemos detectado una disminución de alrededor del 15% en las precipitaciones, específicamente en la zona del Antizano. Okay. Específicamente. Entonces, hemos visto que en los últimos años una deforestación muy marcada en la región amazónica. Entonces puede ser que sea uno de los factores que permiten esta disminución de la precipitación. Dans les montagnes andines, les précipitations sont principalement contrôlées par les vents, venant de l'Est, qui proviennent de l'océan Atlantique et se mélangent aux masses d'air d'origine amazonienne. Les glaciers sont répartis principalement dans une zone d'altitude élevée, au-dessus de 5000 mètres, qui bloque les masses d'air provenant de la forêt. Les masses d'air se chargent donc en humidité lors de leur traversée de cette forêt. L'eau présente sous forme de vapeur dans les nuages provient des végétaux. Ces derniers dégagent de l'eau qui s'échappe sous forme gazeuse au niveau de petits orifices situés sous les feuilles que l'on appelle des stomates. On dit que les végétaux évapotranspirent. C'est cette évapotranspiration qui donne naissance aux rivières volantes d'Amazonie. Elles jouent un rôle crucial dans la mesure où les quantités d'eau mises en jeu permettent la formation de ces couches de nuages dont le débit dépasse celui du fleuve Amazone.
les 550 millions d'hectares d'arbres libèrent plus de 20 milliards de tonnes d'eau en une seule journée. Dans leur article publié en octobre 2017, The Amazon Glaciers, des chercheurs explorent et démontrent la relation existant entre le bilan de masse des glaciers des Andes tropicales et le cycle hydrologique de l'Amazonie. Ils apportent notamment un éclaircissement sur les changements actuels des 50 dernières années, provoqués par l'homme dans le bassin amazonien. Ils expliquent que les changements dans l'utilisation et la couverture des sols de l'Amazonie modifient et transforment également la dynamique et la formation des nuages et diminuent par là même les précipitations au-dessus des Andes tropicales. Ainsi, la déforestation, en supprimant les populations d'arbres, diminue leur évapotranspiration. Cela conduit à un assèchement des masses d'air et de moindres précipitations dans les Andes. En éradiquant les espèces végétales de l'Amazonie, l'homme perturbe aussi les courants atmosphériques et contribue au retrait glaciaire. J'ai fait la connaissance des glaciers des Andes tropicales. J'ai découvert leur originalité, mais aussi leur vulnérabilité. Leur localisation proche de l'équateur rend leur développement exceptionnel, mais aussi bien fragile. Les activités humaines, nous l'avons vu, augmentent la quantité de rayonnement reçu à la surface de la glace. Le dégagement de gaz à effet de serre bloque les rayonnements infrarouges et réchauffe la surface terrestre. À cela se rajoute le dépôt de résidus des combustions qui grisent ces belles surfaces glacées et diminue leur pouvoir réfléchissant. La déforestation de l'Amazonie ne fait qu'accentuer le problème. Elle engendre une diminution des nébulosités et explique la diminution des précipitations neigeuses dans les Andes. La baisse de la nébulosité diminue également la réflexion des rayons solaires par les nuages. Ce triste constat ne me décourage pas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours et qui, à leur manière, tentent de changer les choses, m'ont au contraire donné encore plus envie d'agir et de contribuer. Avec ce film, j'espère avoir permis à chacune et chacun de comprendre le lien entre activité humaine et impact environnemental dans les Andes tropicales. Conscients, nous pouvons alors agir. Comme disait Gandhi, soyons le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. N'attendons pas que le changement vienne des autres. C'est peut-être de l'utopie, mais je pense que nous pouvons nous mobiliser, refuser ce qui n'est pas souhaitable ni soutenable. Il est possible que la peur nous paralyse, oui. Le besoin de sécurité nous pousse à accepter une situation que l'on considère comme immuable. Et cette peur est entretenue par la négativité des informations véhiculées par les médias. D'autres réalités sont possibles. Nous avons seulement besoin d'inspiration pour imaginer des futurs plus durables et humains. Avec ce voyage, j'ai découvert d'autres civilisations, d'autres cultures. Et j'ai ainsi pu me rendre compte de mes conditionnements liés à ma culture occidentale. Sorti de mon contexte pendant 1 an, il m'a été possible de prendre du recul sur certaines de mes habitudes de vie et réaliser certains schémas de pensée. Je réalise également ô combien, dans nos villes, nous sommes déconnectés de ce que l'humanité qualifie de nature. Le partage de certaines cultures indigènes a transformé mon rapport à la vie et aux éléments naturels. J'aimerais que nous ayons toutes et tous l'occasion de le faire, de prendre ce recul, avoir l'occasion de regarder de loin nos vies et leurs sens, repenser notre rapport à la nature, donc, mais aussi notre rapport au temps et à l'argent. Pour faire face à ces différentes crises climatiques, économiques, sociales, politiques, les habitants de cette planète doivent repenser leur rapport à eux-mêmes et au monde qui les entoure.